Merci Régis, merci à la filière Marie. C'est toujours un plaisir de parler devant vous traditionnellement en juin. Je vais essayer, je dis bien essayer de vous rassurer dans le contexte actuel, mais déjà les propos de Régis, je peux les confirmer. On a eu un échange avec les associations de personnes malades hier et voilà, donc effectivement, on a déjà un certain nombre de choses qui sont assurées. C'est le financement des centres nouveaux et anciens, hein, parce qu'on avait quand même effectivement avec la nouvelle labellisation quand même pas mal de nouveaux centres qui ont été labellisés et ça c'est assuré. On a réussi, je vais vous détailler, à cranter ça au mois de février. Voilà. Et il y a un certain nombre de choses qui doivent encore être arbitrées. Et pour le coup, là, ça va être un petit peu plus délicat vu la période. Mais pour ceux qui nous connaissent, Anne-Sophie et moi, on est un petit peu opiniâtres, on est un petit peu déterminés à faire avancer nos sujets. Donc, on lâchera rien, quoi qu'il se passe politiquement. Et quand on parle un peu d'histoire et de volonté politique, il faut quand même rappeler qu'on part de 2004, premier plan maladie rare, c'est 2004, donc on fête les 20 ans cette année. Donc on a rappelé ça aussi à l'occasion à nos ministres et au cabinet ministériel que voilà, il y avait quelque chose à faire autour de ces 20 ans. Vous mesurez le chemin parcouru, parce que quand vous voyez en fait sur la diapositive, le premier plan, il avait labellisé 131 centres de référence maladies rares. Donc on est à 603 aujourd'hui. Donc c'est aussi de l'argent qui est mis sur la table côté pouvoir public et évidemment ça reflète le maillage territorial qu'on a su tisser et que les équipes ont pu mettre en place. Donc c'est voilà, on mesure là le chemin parcouru. Deuxième plan maladies rares qui a été lancé en 2011, qui avait vu la structuration des 23 filières de santé maladies rares dont la vôtre. Hein. Donc on a vu la structuration là aussi au niveau national, les travaux pour la BNDMR puis la Fondation maladies rares aussi qui est bien présente. Et puis troisième plan, on est encore dans le troisième plan maladie rare, parce que le quatrième plan n'a pas été annoncé, il aurait pu l'être là au mois de juin, mais la dissolution en a décidé autrement. Donc on est toujours dans le troisième plan maladie rare, qui s'était donné 5 ambitions, je me permets de les rappeler ici, qui étaient autour, la première, et qui reste d'actualité, qui était de permettre un diagnostic rapide pour tous. Donc on verra là aussi que dans le quatrième plan, il y a des propositions qui sont faites dans cette direction-là. La deuxième, et on avait une personnalité qualifiée qui était Guillaume Cano, qui était très porté sur les innovations thérapeutiques. Et donc là aussi, ça reste majeur comme ambition pour le quatrième plan. La troisième, c'était autour de la qualité de vie des patients, de leurs proches, des aidants, et puis l'autonomie de ces personnes. La quatrième, autour de la communication, de la formation, de l'information. Et le troisième plan a financé, on le rappelait hier soir, un certain nombre de programmes d'éducation thérapeutique des patients. Il y en a eu plus de 300. Voilà, il y a eu les PNDS, et vous en avez fait quand même beaucoup aussi dans la filière. Voilà, je les voyais encore ce matin à disposition à l'accueil. Et puis, la cinquième ambition, c'était autour de la modernisation des organisations, l'optimisation des financements, et je dirais même la transparence des financements. Et voilà, on rappelait aussi hier soir, et on le rappelle là aussi, que voilà, il y a encore quelques années, dans certains établissements, pour ne pas nommer certains de la PHP, où il y avait un peu une opacité au niveau des financements. Et voilà, je pense qu'on a gagné en transparence. En tout cas, il y a un guide de gestion des centres de référence maladies rares qui existe maintenant à la PHP et dans d'autres établissements. Et donc, ça permet d'avoir aussi là, avec la direction, un dialogue, en tout cas sur l'argent qui arrive au centre et qui doit être utilisé pour ces centres de référence. Quelque chose que vous pouvez retrouver, là, la diapositive, elle n'est pas de moi, elle est du Haut Comité de la Santé publique et du Haut Comité de la Recherche. Vous pouvez trouver leur rapport qui est public, qui est paru en décembre 2023. Donc si vous tapez évaluation du PNMR3 par le HCSP, vous trouvez leur rapport. Voilà, il y a des choses intéressantes à puiser dedans. D'ailleurs, on les avait fournis, ces recommandations, à l'ensemble des groupes de travail du PNMR4. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de verts quand on voit les petits crochets là, verts qu'ils ont mis, donc autour de l'information, de la prise en charge. Donc c'est toute l'action des centres de référence maladies rares qui a été soulignée. La gouvernance du plan voilà, était vue comme une ligne de force. L'organisation en filière a été soulignée, des centres et des centres de compétences. L'investissement et les financements, hein, on est un plan PNMR3 qui est à 173 millions. Et bien avec les 36 millions, on est à plus de 200 millions aujourd'hui, et on espère aller cranter de nouveau quelques millions supplémentaires dans une prochaine réunion à Matignon. Et
et voilà aussi les outils numériques qui ont été soulignés comme points de force. Après, il y a eu des points quand même à surveiller et qui restent des points à surveiller. Vous en parliez autour du dépistage néonatal et du diagnostic aussi anténatal. Voilà, ils ont fait une carte un peu comparative en Europe. On se rend compte que la France, en fait, voilà, dépiste aujourd'hui 13 maladies, bientôt 14 avec la drépanocytose qui va arriver, et on espère une 15e et une 16e, parce que les déficits immunitaires combinés sévères, c'est chez vous, et donc il y a une région pilote qui est les Pays de la Loire et qui devrait voir sa généralisation au territoire national en 2025. Et puis la SMA, ça c'est plutôt la filière Filnemus. Mais voilà, des tests avec des tests notamment génétiques qui arrivent, et donc c'est aussi de l'extension du dépistage néonatal. Et puis vous en avez parlé, le projet Périgénomède, qui est là pour l'instant plutôt un projet côté recherche, mais qui là aussi vise à l'extension de ces dépistages néonataux. Donc là, un enjeu pour que la France n'ait pas de retard vis-à-vis de ses voisins européens. Voilà, et puis aussi pour répondre quand il y a des maladies qui sont traitables ou actionnables. Sur la coordination avec les professionnels, là, c'était souligné comme un point à surveiller, dans le sens où voilà, il y a la coordination notamment avec la ville, les acteurs de la ville, du médico-social, et puis avec l'échelon européen qui reste à améliorer, comme autour de la formation de ces professionnels. Et puis une attention sur deux plateformes qui n'ont rien à voir. Les plateformes de séquençage, vous savez, le plan France Médecine Génomique, vous y faisiez référence. Voilà, lui aussi, il arrive à échéance en 2025. Donc comment on arrive à améliorer le lien avec ces plateformes, Sequoia, Oragen, et puis avec les établissements de santé. Et puis les plateformes d'expertise maladies rares, qui sont une création pour le coup du PNMR3, qui existe dans toutes les régions françaises et ultramarines. Donc il y a là aussi un enjeu sur comment on arrive à les pérenniser. Et puis il y a des points plus fragiles, j'en parlais, autour du repérage, de l'orientation. Donc là, c'est tout ce qui est en amont. Et puis l'aval, l'accompagnement des personnes malades, notamment après qu'ils aient été pris en charge dans un centre, comment on arrive à assurer leur insertion dans le monde professionnel et puis leur accès à certains dispositifs, notamment du handicap. Et puis autour des ressources humaines, mais ça, c'est le point d'alerte, il vaut malheureusement pour tous les hôpitaux, voilà, avec certains endroits des manques assez criants d'infirmières, d'aides-soignantes, de psychologues, parfois de médecins. Donc là, c'était souligné. Je ne vais pas vous faire le détail des 20 recommandations, je les ai mises là et je vous donnerai les diapositives, mais vous les avez aussi dans le rapport, donc il y a un certain nombre de recommandations. Ces recommandations, on les a fournies en fait à la fois à Agnès et à Guillaume. Donc Agnès Linglard, c'est la personne qu'on a nommée qui travaille à Bicêtre, elle est à la tête d'une filière sur les maladies des os et du cartilage, puis elle s'est beaucoup investie, notamment de la création de la plateforme d'expertise maladies rares de Paris Sud. Donc voilà, Agnès, elle connaît bien l'écosystème, et puis ça permettait de faire le lien aussi avec les filières et les plateformes. Et puis côté recherche, parce que le plan pour l'instant il est piloté, je vais y revenir tout à l'heure, côté santé et côté recherche, Guillaume Cano, donc qui est à Necker, qui est néphrologue et qui a replacé une molécule notamment donc pour le syndrome de Close. Et donc voilà, donc il était aussi très porté sur le groupe 3 qui était autour des accès au traitement. Puis après, ça fait un peu voilà, une toile d'araignée, si j'ose dire. Il y a eu 300 personnes qui ont participé, même plus de 300 personnes qui ont participé au groupe de travail. Notre volonté avec Anne-Sophie, puis avec Agnès et Guillaume, c'était que dans chacun des groupes de travail, et donc non, vous n'êtes pas, moi aussi je vous le dis, des intrus, au contraire, vous êtes un appui indispensable, les associations de personnes malades. On n'a pas fait un affichage en vous disant, vous êtes, voilà, avec Agnès, Guillaume, on aurait pu mettre une personne associative et puis basta. Non, il y a eu dans chaque groupe de travail une association au moins représentée dans chacun, pour que la voix, entre guillemets, des patients, donc avec l'Alliance, avec l'AFM, avec d'autres associations, il y a eu vraiment la volonté que dans tous les groupes de travail que vous voyez là, il y avait des associations de personnes malades. Et donc ils ont travaillé entre la fin d'année 2023 et le début d'année 2024. Et puis voilà, donc le calendrier, il est celui-ci. Ce qui est assuré, c'est évidemment tout ce qui s'est passé avant juin. Donc c'était quand même important, c'est ce à quoi je faisais référence. C'est ce qu'on a pu donc faire autour de la Journée internationale des maladies rares. Voilà, il y a eu un communiqué de presse qui a été porté par la ministre de la Santé, la ministre de la Recherche, et donc j'y faisais un peu référence. Mais le 4e plan, il va être porté par un 3e ministère, et on a vraiment fait le forcing, entre guillemets, pour que le ministère de l'Industrie soit dans la boucle, parce qu'évidemment, quand on va parler d'accès aux innovations et d'accès au traitement, il faut qu'on ait des industriels autour de la table pour discuter un peu modèle économique et comment on arrive à embarquer les industriels dans cette partie-là. Donc pour la première fois, le 4e plan sera porté par 3 ministères.
voire un quatrième, mais ça, pour le coup, là, l'échéance politique aura peut-être un impact. On voudrait aussi embarquer les ministères des Affaires étrangères européennes, parce qu'on voudrait vraiment qu'il y ait un volet européen dans ce plan maladie rare qui ressorte. C'était un peu entre les lignes dans le troisième plan, mais là, on voudrait vraiment qu'il y ait un encart européen pour chacune des actions. Donc voilà, il sera peut-être même avec 4 ministères. On a les 36 millions assurés, ça finance en plus les nouveaux centres, mais aussi ça revalorise les filières, parce que chacune des filières a vu son périmètre s'élargir. Et donc on a un petit peu revalorisé aussi l'argent qu'on donne aux filières. En avril et en mai, Agnès et Guillaume nous ont rendu à la fois un document court sur les propositions et puis un document un petit peu plus long qui va donner matière en fait au plan qui va sortir, ça je ne sais pas quand, mais on espère à la rentrée. Et donc on est en train et on a quasiment finalisé, nous côté ministère, il a tourné dans les différents ministères que j'ai listés, de le relire et voilà, on devait avoir, et c'est pour ça que c'est un point d'interrogation qui est maintenant pour être un trait barré, on devait avoir une deuxième réunion à Matignon, donc impact très concret de la dissolution. Matignon ne prend plus de décision sur des nouvelles politiques publiques, donc le PNMR4 serait une nouvelle politique publique. Donc il n'y a pas d'arbitrage sur l'annonce du PNMR4 malheureusement. Donc c'est reporté à septembre 2024 sur les arbitrages, sur les nouvelles mesures qui n'ont pas pu être crantées en février. Ceci dit, ça ne nous empêche pas d'avancer, donc on va le finaliser au cours de l'été. Et puis il y a toujours des possibilités aussi, nous, d'avoir des choses nouvelles. On parlait hier soir, Régis, des CRB. Il y a un volet aussi sur les centres de ressources biologiques, donc vous avez été un peu moteur sur cette partie-là, donc on va aussi l'intégrer au quatrième plan. Et il va y avoir une réunion 9 juillet. Alors, on ne sait pas dans quel état, si on aura la gueule de bois, mais en tout cas, on sera post-élection. Mais on va réunir les plateformes et les filières au ministère de la Santé. Donc voilà, pour réfléchir un peu aux missions notamment des plateformes, parce qu'autant les filières, c'est à peu près clair, il va y avoir un groupe de travail quand même pour la relabellisation, mais voilà, mais typiquement, c'est vrai que les filières, plus ou moins, sont impliquées à l'échelle européenne. Vous avez la chance d'avoir Régis qui est très impliqué au niveau ORN, mais c'est pas le cas pour toutes les filières, donc on voudrait vraiment que toutes les filières se pluguent bien avec les réseaux européens de référence maladies rares. Et puis les plateformes, c'est comment on arrive à leur donner des missions communes, parce qu'aujourd'hui, les plateformes, elles font des choses vraiment très différentes selon qu'elles sont sur un territoire ou un autre, et puis en fonction aussi de leur antériorité. Et donc on aimerait qu'elles aient un peu un set minimum, qu'au moins on se dise, bah voilà, typiquement elles aident tous à aider leur centre de compétences pour Bamara. Et donc voilà, ça c'est partager un peu des missions communes et puis des missions spécifiques parce que les territoires sont différents. Donc voilà, avoir un peu une vue mixte sur les plateformes. Et donc ça va être un échange très libre autour des missions des plateformes en lien avec les actions qui vont se dessiner sur le quatrième plan. Et donc, vous y faisiez référence. On va faire un petit groupe de travail sur l'appel à projet filière, parce qu'on a relabellisé les centres. Maintenant, il faut relabelliser les 23 filières. Donc, il y en aura toujours 23. Ça, c'est une certitude. Et ce sera, voilà, ce sera pas remis en cause. Et on veut faire donc cet appel à projet à l'automne pour qu'il y ait une audition des candidats et des candidates donc au ministère. Il y aura un jury, comme il y avait eu pour les centres. Il y aura aussi des trios d'experts, un peu sur le même format que les centres. Bon, c'est un peu moins lourd, parce qu'il y a 23 filières. On avait un petit peu plus de candidatures, évidemment, pour les centres. Et donc, voilà, l'idée, c'est de les relabelliser en début d'année 2025 pour le financement en première circulaire budgétaire de l'année prochaine. Et puis, donc, sur les objectifs du PNMR4, donc là, vous avez Guillaume et Agnès en photo, c'est pour ceux qui ne les connaissent pas. Ils se sont donné 4 objectifs, 4 lignes de force majeures. Et c'est une des interrogations, notamment dans le contexte actuel, c'est comment on arrive à faire que l'attention soit toujours, depuis 20 ans, et que ça continue pérenne sur les maladies rares. Et donc là, c'est vraiment un enjeu qu'ils ont perçu, dans le sens où ils se disent, est-ce qu'il faut faire des plans qui durent 5 ans ? Et tous les 5 ans, on remet en cause le plan maladie rare. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 ans ? Est-ce qu'il va être remis en cause ? Est-ce que l'argent public ne pourrait pas être utilisé pour d'autres politiques ? Donc ils ont perçu un peu une zone de critique à ce niveau-là. Donc ils se sont dit, peut-être qu'il faudrait soit partir sur une durée 2 fois plus longue. Donc on parle de stratégie décennale dans certaines politiques, pourquoi pas ? Donc voilà, ça c'est des choses qui sont en cours de discussion, qui ne sont pas arbitrées. Et puis ils ont eu un peu des ambitions un petit peu plus... voilà, qui nous ont fait un petit peu réagir, mais voilà, de création d'une unité maladie rare, d'un institut, ou voilà. Donc ils ont une ambition là-dessus. Voilà. En tout cas, nous on est en train d'en discuter. La deuxième, elle est autour et malheureusement elle est d'actualité. Hein, on parlait hier d'errance diagnostique. Alors selon les maladies, elle est plus ou moins longue, mais elle est toujours trop longue aujourd'hui. Hein, elle est en moyenne de 5 ans, toutes maladies rares confondues. Donc c'est comment on arrive à la réduire. Donc là, il y a des outils quand même qui sont venus évidemment permettre de l'améliorer, mais c'est tout le travail qui doit être fait évidemment en amont.
Donc le lien aussi avec des acteurs extérieurs à nos centres. La troisième aussi, qui est une ambition très importante, qui est comment on arrive au quotidien, et là c'est vraiment des mesures très concrètes, à simplifier la vie des acteurs et comment on allège les procédures, que ce soit pour les soignants, notamment dans le cadre du quotidien et des bases de données qu'on n'ait pas à multiples saisir dans des bases de données, voilà, des données identiques. Donc là aussi, il y a un enjeu autour de l'interopérabilité des bases de données. Il y a aussi comment on arrive à réduire les procédures pour des protocoles de recherche. Donc là aussi, il y a des propositions qui sont en train d'émerger. Et puis aussi, simplifier la vie des patients. Et voilà, l'accès à certains dispositifs, notamment en lien avec le handicap, mais pas que. Donc là aussi, que ce soit plus rapide, plus facilité. Et la dernière ambition qu'ils se sont donnée, elle n'est pas moindre, c'est que la France soit un peu leader, notamment au niveau européen. On en parlait aussi là hier soir sur les thérapies innovantes, comment on arrive à faire porter un modèle qui puisse bénéficier voilà, de l'accès à des thérapies qui émergent, qui sont parfois très coûteuses, mais qu'on arrive à inventer un modèle sur ce niveau-là, soit à l'échelle européenne et puis aussi au niveau mondial, en tout cas qu'on puisse en découvrir aussi à notre échelle. Enfin, et je finirai par là, c'est ce qu'on a présenté à Matignon en février. J'aurais aimé vous présenter ce qu'on allait présenter là en juin, mais malheureusement, on est en période de réserve, nous, côté ministère, donc je ne peux pas vous présenter des choses qui ne sont pas arbitrées. Et donc les choses qui sont arbitrées, bah, voilà, c'est les diapositives qu'on a présentées devant le cabinet du Premier ministre en février. Bah, c'est ce qu'on a cranté, hein. Quand vous voyez du vert, c'est que c'est bon. Donc l'arbitrage, il est assuré sur les 28% de financement des centres. Sur le dépistage néonatal, pour étendre notamment les DICS et les SMA, bah, nous on a mis de l'argent du plan sur la table pour que ça puisse amorcer cette généralisation des dépistages. Donc c'est une mesure qu'on appelle nous en base, donc ça veut dire que c'est assuré, on a réussi à flécher de l'argent dessus. Et puis quand vous voyez du rouge, c'est que c'est des choses que normalement on aurait dû faire arbitrer là. Sur l'information, la sensibilisation, la formation, on voudrait un peu améliorer les observatoires du diagnostic que vous avez dans chacune des filières. Et notamment, voilà, on voulait mettre un peu plus d'1 million d'euros en plus pour ces observatoires. Vous avez vu après qu'il y a 4 millions qui reposent sur comment on arrive à pérenniser nos plateformes d'expertise maladies rares. Si on n'a pas ces 4 millions, on ne va pas pouvoir les financer, en tout cas à hauteur de leur nouvelle mission, et notamment pour assurer le lien avec des acteurs, pour un peu être innovant sur le lien avec la médecine de ville. Et puis il y a des choses qui sont plus sûres. Le TP, on a dédié une enveloppe dédiée sur l'éducation thérapeutique du patient, mais aussi sur la transition. Il y a eu un groupe de travail qui a été très intéressant, qui a travaillé sur la phase de transition enfant-adulte. Donc ça commençait à émerger dans le 3e plan. Et puis même, il y a de plus en plus de patients qui vieillissent avec des maladies rares. Donc comment on arrive à assurer la phase de transition adulte-vieillissement. Et puis il y a d'autres moments clés de la vie qui ont été vus, hein, donc notamment voilà, grossesse et maladies rares. Et donc là aussi, il y a des propositions qui émergent sur cette partie-là et on y dédie un financement. Et enfin, sur le premier groupe de travail, il y a tout ce qui est l'action européenne. Et donc là, on a eu enfin, la France est leader d'un World Package. Donc c'est un groupe de travail sur le data management, sur le lien avec les ERN. Et donc voilà, Anne-Sophie Lapointe voilà, porte une action sur cette partie-là, sur le lien avec les registres européens notamment. Sur la deuxième, qui est autour du diagnostic, le deuxième groupe de travail, donc là aussi on a sécurisé un certain nombre de choses sur, donc je vous le disais, sur l'observatoire du diagnostic, sur le lien avec le PFMG aussi. Donc là, voilà, il y a des choses qui ont pu être sécurisées. Après, il y a des choses qui sont là aussi des mesures de simplification. Quand on parle de e-prescription génétique qui existe déjà avec les laboratoires de biologie médicale, c'est comment on arrive aussi à le généraliser à l'ensemble des labos. Et puis aussi sur le consentement du patient. Aujourd'hui, c'est un peu... il n'y a pas vraiment de e-consentement, donc on aimerait aussi faciliter ça pour que le consentement puisse être fait de manière électronique. Et puis là, on a fait reposer un arbitrage sur, on voudrait que chaque année, il y ait 1 million d'euros qui soient consacrés en plus, hein, parce qu'il y a déjà des choses qui se font en lien avec la BNDMR, mais pas que, pour assurer l'interopérabilité entre les bases de données. Donc c'est les enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Troisième groupe de travail, c'est sur l'innovation et l'amélioration des traitements. Il y a un groupe de travail qui existe, qui est interfilière, qui s'appelle le GRIOT, hein, donc le groupe interfilière des observatoires des traitements, qui est mené par une pharmacienne qui est à Lille, et donc qui fait le lien aussi entre vos observatoires des traitements. Donc là aussi, il y a beaucoup de données qui servent donc dans le cadre des accès précoces et des cadres de prescription compassionnelle et voilà, l'accès à certains dispositifs médicaux, notamment pour des filières un peu plus chirurgicales. Il y a le set de données minimum traitement qui a
a vu le jour aussi sur Bamara. Donc c'est là aussi le lien avec vos centres et avec les industriels derrière pour assurer le lien avec les accès précoces notamment. Et puis, voilà, je sais que ça arrive dans votre filière, il va y avoir des temps de pharmaciens dédiés dans chacune des filières pour assurer et coordonner les travaux sur ces observatoires, le lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et la Haute Autorité de la Santé. Donc voilà pour ces accès, pour là aussi que ce soit facilité, que ce soit plus rapide et que évidemment on puisse avancer au plus vite sur cette partie-là. Après, il y a la collecte de données en vie réelle. Donc voilà, il y a des choses qui se font beaucoup, notamment quand on voit dans le monde du cancer, voilà, sur les patient reported outcomes, il y a des choses qui se font. On aimerait que ça soit un peu plus le cas sur les maladies rares. Donc là aussi, on voudrait mettre un peu de l'argent sur la table sur cette partie-là. Et puis, autour de la pharmacovigilance et des produits qui sont prescrits aujourd'hui hors d'autorisation de mise sur le marché, voilà, d'avoir un dispositif un peu de surveillance de cette partie-là. Et enfin, et vous voyez que tout est là aussi assuré en termes de financement, c'est sur la collecte des données, mais il y a aussi des nouvelles mesures que je ne peux pas vous présenter là. Mais on a mis déjà de l'argent du 3e plan sur le renforcement des moyens humains pour la collecte de données. On a mis 7 millions d'euros l'an dernier et on va reconduire cette enveloppe à destination à la fois des filières, mais aussi des plateformes. C'est de l'argent qui va aussi directement aux centres de compétences. Vous savez qu'on ne finance pas les centres de compétences. Et donc, il y a des arcs, il y a des techs, il y a ces profils-là qui viennent aider au remplissage. On a mis des bases de données dans les courriers notifications, donc c'est pour Bamara, mais pas que. C'est aussi pour les autres bases de données qui sont dans vos centres et qui existaient d'ailleurs précédemment. Donc là aussi, c'est une mesure de renforcement très concrète de cette collecte. Voilà, quand on dit améliorer les outils disponibles, c'est tout cet enjeu autour de faire le lien. Là aussi, on en parlait hier soir avec les données de l'assurance maladie et notamment le chaînage avec mon espace santé qui existe mais qui est encore sous-utilisé à la fois par les patients mais aussi par les professionnels. Et voilà comment on arrive à repérer dans mon espace santé et avoir, on en parlait, Régis, de la sécurité aussi, voilà, d'avoir des bases voilà, comme ça qui soient partagées. C'est vrai que les patients maintenant aiment bien avoir tout sur un espace commun, c'est quand même très pratique. Et voilà, et on a vu certains hôpitaux qui se sont fait hacker et du jour au lendemain, voilà, de plus avoir accès à des données. Donc c'est vrai que d'avoir une cybersécurité sur cette partie-là, d'avoir voilà, tout sur une base de données qui serait mon espace santé, sécurisé, idéalement hébergé en France, à minima en Europe. Voilà, ça permet d'avoir quand même là aussi. Et là, on a une délégation du numérique en santé qui permet voilà, avec des moyens dédiés qui sont assurés. Donc c'est aussi il faut pas qu'on rate ce virage-là aussi côté maladie rare, parce qu'il faut qu'on soit même fer de lance sur des usages qui peuvent être un peu expérimentaux, mais après qui vont se généraliser, parce que là aussi, quand on parle de simplification de vie pour le patient, retrouver tous ces dossiers voilà, et ces analyses dans un même endroit, il peut aussi là être acteur de son propre parcours et voilà, vous fournir parfois des informations précieuses à vous aussi. Et évidemment, l'accès aux professionnels de santé qui soit facilité sur la partie dossier médical partagé. Voilà, les ERN, j'y reviens pas. Et puis, on en parlait hier soir aussi sur les collections biologiques. Donc, il y a évidemment les centres de ressources biologiques qui existent. Et c'est comment on arrive, voilà, avec des projets un peu ambitieux tels celui que vous avez porté, là aussi, voilà, à pas recommencer de zéro sur cette partie-là, et comment on arrive à avoir des collections biologiques maladies rares plus utilisées, plus visibles, plus réutilisées dans des projets de recherche notamment. Voilà. Et je n'ai pas encore l'arbitrage, mais là, j'ai parlé beaucoup de soins. Mais à l'heure actuelle, et je crois que la décision devrait tomber aujourd'hui, donc si jamais j'ai une nouvelle ce matin, je vous la donnerai. C'est sur la partie recherche. On parle donc de programmes d'équipements prioritaires de recherche et des PEPR. Il y a 7 PEPR qui ont été portés voilà, à l'arbitrage, notamment côté INSERM et ministère de la Recherche. Et il y a dans ces 7 un PEPR sur les maladies rares. Donc peut-être qu'on va avoir un arbitrage favorable. Il y en aura 3, donc il y aura 4 déçus. On fera peut-être partie déçus, on verra. J'ai pas l'arbitrage, mais en tout cas, la volonté, c'est qu'il y ait un PEPR, donc ça veut dire des moyens conséquents qui soient aussi mis sur la table côté recherche pour les programmes de recherche. Et donc on espère que, et voilà, donc ça, Guillaume et Agnès ont beaucoup porté le message pour qu'il y ait une task force qui s'est réunie. Et donc on espère que l'arbitrage 1 pourra être rendu, parce que dans le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué d'avoir des arbitrages, vous le comprenez. Voilà, et donc on espère qu'après le 7 juillet, on pourra avancer. En tout cas, pour ceux, encore une fois, qui nous connaissent avec Anne-Sophie, on lâchera rien. Et donc, voilà, de manière certaine, il y aura un 4e plan. Et ce qui est moins sûr, c'est est-ce qu'on pourra l'annoncer en septembre, on espère. En tout cas, on y travaille. Voilà, merci. J'ai fait relativement court, mais je suis à disposition si, évidemment, il y a des questions.
Merci beaucoup Vincent et merci encore une fois d'être à nos côtés parce que c'est extrêmement utile d'avoir un lien direct et rapide au ministère. Voilà, je le dis. Oui. Non, oui, excuse-moi. Merci beaucoup pour votre intervention. On est effectivement très heureux de voir toute l'énergie que vous mettez pour débloquer tous ces financements. Mais ce qui me dérange, moi, c'est quand on est à l'échelle hospitalière. Par exemple, moi, je suis du CHU de Nantes. On n'a pas l'impression que l'argent arrive jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ça bloque au niveau de la direction et c'est souvent très difficile de réussir à avoir les moyens qui nous sont alloués, même pour, par exemple, les centres de référence, pour l'aide, pour les centres de compétences des ARC et tout ça, pour le remplissage des données dans Bambara, etc. Et est-ce que vous pourriez... je ne sais pas quels sont les moyens d'action qu'on peut avoir au niveau de nos administrations, parce qu'on a des réunions. Alors, à Nantes, il y a une réunion de la commission des crédits ciblés qui se réunit régulièrement. Alors, ils étalent. Les intervalles entre les réunions sont hyper longs. Du coup, ça fait une perte de temps et une perte, du coup, nous, on dépense beaucoup d'énergie et finalement, on met beaucoup de temps à mettre en place les missions qui nous sont confiées. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut agir localement, nous, au niveau de nos hôpitaux. Oui. Vous vivez un petit peu ce qu'a vécu la paix il y a quelques temps, et je suis bien au courant plus de la situation de Nantes. Voilà, on s'est impliqué aussi nous avec la direction parce qu'on a eu plusieurs remontées sur la difficulté. Donc il y a des difficultés qui sont très locales et qui sont un peu direction dépendantes. Ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, côté ministère, et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Nous, déjà, on fournit à l'ensemble des directions, et je ne l'ai pas dit, mais la première circulaire, elle a un petit peu traîné, mais pas du tout à cause des maladies rares. Mais on fait un courrier notification qui notifie aux directions, et donc évidemment, une fois que les directions les ont, on peut les fournir aux centres et aux filières. Là, ça va être le cas, les courriers vont partir en juillet, mais on l'a déjà fait partir côté direction. Ils ont la vue sur la part variable et la part fixe des centres. Donc ça, ils ont en toute transparence. Et dans ces courriers, on met que l'argent doit être utilisé pour les centres. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire en local? On pousse beaucoup, on s'est beaucoup impliqué côté ministère sur cette partie-là, et notamment quand ça a un peu chauffé côté APHP, c'était en 2019-2020. Eh bien, nous, on a provoqué une réunion avec le siège de l'APHP, donc équivalent avec une direction des finances, notamment de vos établissements, pour dire il faut que maintenant les règles soient partagées. Voilà, ça a pris son temps, mais à la paix, le nouveau DG, Nicolas Revel, a dit on va faire un guide de gestion des centres de référence. Au moins, les règles, elles sont partagées, elles sont écrites. Et ça, je crois que je l'ai fourni. Je ne sais plus si je l'ai fourni à Nantes. Oui, vous l'avez fourni, on l'a proposé à la direction qui a refusé. Voilà. Donc après, ça, c'est la fameuse liberté de gestion. Ceci dit, il y a une commission qui existe, je crois, dans l'établissement dans lequel vous êtes à Nantes. Donc c'est aussi une instance de dialogue. Et voilà, donc c'est aussi que, voilà, encore une fois, les courriers sont à votre disposition. Ça permet d'avoir un dialogue. Et si vraiment il y a des blocages majeurs, vous nous le faites remonter. Et nous, on provoque une réunion avec la direction. Voilà. Mais c'est vraiment un dialogue de gestion qui doit s'établir et des règles de gestion partagées. Encore une fois, si vous pouvez pousser pour des règles de gestion écrites, ça se passe mieux parce que ça permet tout le monde est au clair sur l'établissement, quelles sont ses règles, l'argent en quoi il peut être utilisé pour des RH, pour des petits équipements. Enfin voilà, c'est très, très précis, un guide de gestion de la paix, et donc ça permet d'avoir au moins un partage de qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec cet argent, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, et voilà. Et encore une fois, si nous on peut aider, on ne s'immisce pas trop dans le dialogue de gestion après, mais on essaye quand même de pousser pour que l'argent qu'on converse puisse être utilisé à bonne fin. Oui, je pense qu'il faut monter aussi au créneau avec les associations de patients. Alors pour confirmer, pour la paix, ça a fonctionné. Maintenant, les frais de gestion sont de 18% pour les centres de référence comme pour les filières. C'est homogène, c'est plus discuté. On a des réunions de concertation budgétaire, de délégation budgétaire régulière avec la paix. Donc ça se passe mieux. Serge? Non, moi, ce n'était pas une question, c'était juste une remarque sur le fait que c'est quand même très valorisant et très encourageant pour les associations de patients et les messages qu'on peut répercuter derrière sur nos patients, de pouvoir parler en direct avec vous dans une grande transparence, comme on l'a fait hier soir, comme on le fait aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est quand même un avantage assez important. C'est du gagnant-gagnant, je dirais, pour la DGOS comme pour les patients. Donc si on peut continuer à entretenir ce lien. On continuera, en tout cas on y veillera, même si je change de casquette. Dans le pôle, il y a toujours la mission maladie rare. Donc au contraire, comme a dit Anne-Sophie, c'est
c'est plutôt une opportunité. Et je pense juste, parce que je fonctionne en esprit d'escalier, ce qui peut servir aussi, c'est pas que côté direction, hein, pour les établissements, embarquer votre président ou votre présidente de CME. Quand on a quand même la CME derrière nous, c'est aussi une force de frappe ou des chefs de pôle. Mais voilà, parler maladie rare dans ces instances-là, c'est très important parce que ça permet aussi d'avoir entre guillemets, le poids politique aussi côté médical. Ça fait aussi bouger des lignes quand les présidents ou les présidentes de CME. Et on a la chance d'avoir maintenant aussi un représentant de président de CME à Angers qui est très maladie rare. Christophe Verny, il est devenu PCME d'Angers, donc il va être aussi notre représentant à la conférence des présidents de CME. Donc c'est important aussi que vous en parliez, pas que côté direction, parce que quand la communauté médicale est embarquée et pousse dans le même sens, et c'est déjà qu'il y a des maladies rares et qu'il y a un certain nombre de centres, dans tous les établissements, hein, enfin je pense dans tous les CHU, il n'y a pas un seul CHU qui n'a pas vu son nombre de centres de référence qui a augmenté. Hein, donc c'est quand même là, avec la débilisation, les plus 28%, c'est voilà, tous les CHU ont vu leur nombre d'augmenter. Donc c'est voilà, juste c'était pour compléter ma réponse. Est-ce qu'on pourrait avoir une cartographie des frais de gestion des différents hôpitaux, parce que ça nous aiderait pour discuter aussi si on voit que la majorité des autres CHU prennent 18%, pourquoi chez nous ils prendraient 23%? Je pense que ça aiderait aussi à la discussion, quoi. On l'a, nous, voilà, c'est vrai que je l'ai pas mis là, mais on pourra la partager. Après, on l'a partagé en toute transparence déjà avec les directeurs des finances des CHU. Eux, ils ont cette vision. Ça a fait un peu bouger des lignes. Voilà. Alors après, il y avait des disparités. Donc il y a certains qui quand ils ont vu leur carte, ils ont dit on va augmenter nos frais de gestion. Donc c'est à double tranchant cette cartographie. Mais rappelez-vous, enfin je ne sais pas si vous avez noté, mais pour la première fois, on l'avait demandé dans la labellisation, on avait demandé ce que la direction nous indique ses frais de gestion. Donc nous, on a cette information côté ministère. Voilà. Après, c'est du déclaratif et il faut voir si c'est vraiment appliqué. Mais ils ont fait aussi une enquête côté directeur des finances de CHU. Donc ils ont vu et on a cette cartographie. Ça a permis de faire bouger des lignes, hein, de certains endroits, et notamment à la paix. Enfin, il y avait des frais de gestion qui étaient parfois, en plus, qui étaient différents d'un groupe à un autre, et donc ça a permis de mettre tout le monde, en tout cas, sur la lignée. Donc ça a fait bouger des lignes. Donc oui, on peut la fournir, cette cartographie. Ça a fait bouger les lignes, plutôt dans le bon sens. Bravo pour votre énergie et vos différentes actions. Et serait-il possible de connaître votre point de vue en ce qui concerne, pour l'efficacité, la coordination entre les administrations centrales et les régions ou les départements? Qu'en est-il en santé, notamment pour les associations de patients ou pour les maladies rares, entre les conseils départementaux, les conseils régionaux, les communes et les administrations centrales? Quel est votre point de vue pour arriver à une meilleure efficacité? Alors, question difficile, hein, quand même. Sur déjà, nous, qu'est-ce qu'on fait en lien avec les régions? On a maintenant, je crois, dans toutes les agences régionales de santé, un référent maladie rare. Donc ça a permis aussi d'avoir un interlocuteur qui connaisse bien sa région côté agence régionale de santé. Donc là, déjà, pour nous, ça a été quand même vraiment une avancée par rapport à il y a quelques années où il n'y avait pas toujours un référent maladie rare côté ARS. Après, nous, on a très très peu de liens côté ministère avec les conseils régionaux, conseils départementaux. Peut-être que c'est plutôt au niveau des établissements de santé que ça se joue, hein, parce qu'il y a des représentants élus qui sont au conseil d'administration des hôpitaux, donc c'est peut-être à ce niveau-là. C'est peut-être un lien qu'on pourrait tisser plus dans le 4e plan, parce que quand on va dire lien avec certains dispositifs, du handicap, il y a des choses qui sont partées côté département ou région, donc c'est effectivement un des axes qu'on aimerait améliorer, parce que nous, on a assez peu de liens avec les actions qui se mènent en local. Les ARS, eux, l'ont plus, mais effectivement, c'est une piste pour améliorer le lien avec des dispositifs existants, et notamment de financement de certains, quand je pense au handicap, mais pas que, hein, tout ce qui est médico-social, et voilà, donc ça se passe aussi au conseil à ce niveau-là. Merci.